Alors, c'est vraiment, si j'oublie, je le dis tout de suite, hein, je vous conseille, plus que chaleureusement, plus qu'avec enthousiasme, la lecture du livre d'Élise, hein, Au royaume de l'espoir, il n'y a pas d'hiver, et le livre qui a été fait sur Pierre Foldès, Victoire sur l'excision. Ce sont vraiment des bouquins extrêmement, extrêmement inspirants. Alors, vous avez devant vous un homme et une femme. OK, jusque-là, on est d'accord. Vous avez un homme qui a grandi dans une famille où il a été très, très protégé, beaucoup trop d'ailleurs. Il a connu les femmes tardivement, d'après ce qu'il dit, et il est complètement fasciné par les femmes. Et puis, on a une femme qui, elle, par contre, vient d'une histoire familiale extrêmement douloureuse. Ben, comme tous les Arméniens, on porte cette histoire-là dans nos gènes, je dirais même. Hein. Et Pierre, lui, ils sont tous les deux médecins. Et Pierre s'est focalisé sur une petite partie de la femme qui est combien symbolique, c'est le clitoris, pour finalement, avec Frédéric Martz, monter une association qui s'appelle l'Institut de santé génésique, qui s'occupe de reconstruire globalement les femmes et d'agir globalement sur les changements de société pour mettre fin à cette guerre. Élise, elle a fait un parcours qui est aussi finalement, grâce au fait que tu es médecin acupuncteur, l'acupuncture est dite médecine douce, et elle a dû se battre pour que cette médecine dite douce, et qui en fait plus que douce, est la seule médecine qui prend vraiment la globalité de l'être humain en compte, et fait en sorte que les pôles soient équilibrés. Elle s'est battue pour rendre accessible cette médecine aux populations qui étaient en souffrance, en particulier à cause de la guerre faite par Daesh dans les pays comme l'Irak, la Syrie et tous les camps de réfugiés. Pour arriver, finalement, ils ont un peu le même parcours en tant que médecins humanitaires. Ils ont commencé dans d'autres pays pour finalement mettre aussi faire bénéficier les personnes qui sont ici, en France, de leurs pratiques. Parce qu'ici aussi, il y a des gens qui souffrent, il y a beaucoup de réfugiés et il y a beaucoup de migrants. Alors, Pierre, l'homme qui répare les crimes des hommes. Il répare les coupés, c'est comme ça qu'elle s'appelle elle-même. 130, alors je ne sais pas, c'est peut-être plus les bons chiffres ça, Pierre. 130 millions de femmes excisées, 65 millions de femmes qui ont des fistules. Les fistules, c'est une ouverture de l'urètre, vagin, qui va souvent jusqu'à l'anus ou qui va toujours jusqu'à l'anus, je ne sais pas. Je vais t'expliquer. D'accord, tu vas m'expliquer après. Oui. D'accord, ok. Même, il faut savoir que pour nous, l'excision, c'est vraiment quelque chose qui fait ailleurs, à part évidemment dans les familles qui proviennent d'Afrique chez nous, mais ça ne fait pas tellement longtemps en fait que l'Occident a banni cette pratique. C'est une pratique que toutes les religions ont exercée. Et la dernière excision en Occident remonte aux États-Unis, mais en 1948. Et on faisait ça contre l'hystérie des femmes et surtout contre la masturbation. Vous savez, ce truc absolument horrible. Hein. Et Pierre dit quelque chose sur les femmes. Elles vont à l'essentiel. Elles laissent tomber le pouvoir de l'affirmation de soi. Élise s'occupe de la guerre. 50 millions de réfugiés. J'ai appris dans son livre qu'une personne réfugiée passe en moyenne 7 ans de sa vie dans un camp. Elle s'occupe donc des massacres perpétrés par Daesh, mais pas uniquement, du génocide des Yézidis, des réfugiés, comme je vous ai dit, et elle amène sa médecine. C'est elle qui a fait apporter sa médecine par des moyens roulants, par des bus. Et il n'y a pas longtemps, elle a fait un bus pour les femmes et pour les enfants, parce qu'elle aussi, elle s'est rendue compte que, bien dans ce génocide yézidi, par exemple, et comme dans toutes les guerres, les viols
sont une arme de guerre, de destruction véritablement massive, hein, que ce n'est pas que le viol, ce n'est pas que physique, que c'est toute l'âme des gens qu'on essaye de détruire, et que ça se perpétue de génération en génération par un crime comme celui-là. Donc ces deux médecins-là sont deux médecins qui sont engagés, qui veulent... Alors vous avez tous les deux dans vos livres, votre moteur, c'est soulager la souffrance. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez prégnant dans ce que vous dites. Autre chose aussi, c'est que vous voulez faire votre part. Un peu comme la métaphore du colibri de Pierre Rabhi. Vous voulez être utile. Vous pensez qu'il n'y a pas... qu'il n'y a pas de fatalité, que ce n'est pas parce que la tâche est immense qu'il ne faut pas la commencer. Et tous les deux, je dois avouer que c'est quelque chose qui est particulièrement encourageant. Vous avez aussi quelque chose qui vous relie, c'est la délicatesse. Tu en parles beaucoup dans ton livre, Élise, par rapport à quand tu es allée apprendre ton métier en Chine. Et Pierre, c'est un homme qui n'est... que délicatesse, je pense qu'il peut se mettre en colère, on va avoir un aperçu, je pense, tout à l'heure, donc c'est très bien. Mais c'est vraiment de la délicatesse. Et alors, un mot qui lui déteste, c'est l'humilité, mais l'humilité du médecin, je pense, qui est nécessaire pour pouvoir véritablement écouter. Comment soigner sans écouter? Dernière chose qui les rassemble, c'est l'innovation. Alors Pierre, il a créé ce qu'on appelle la méthode Foldes. Dans le monde entier, la méthode Foldes, c'est cette réparation du clitoris. Et il va nous raconter comment il a fait. Et alors, justement, Céline, maintenant tout va bien, Élise, c'est apporter cette médecine douce dans la médecine dite douce, dans la médecine humanitaire, la médecine de guerre. Je voudrais d'abord avoir votre réaction par rapport au portrait. Où est-ce que vous vous retrouvez, ou est-ce que vous ne vous retrouvez pas? On commence par Élise? Non, regarde, elle a aussi. Vous pouvez répéter votre question? Ouais, dans tout le portrait que j'ai fait de vous deux, dans ce qui fait votre différence et dans ce qui fait ce lien entre, enfin les liens de ce que j'ai pu voir de votre parcours, hein, est-ce qu'il y a des choses où tu te dis non, c'est pas ça que j'ai voulu dire, ou des choses que tu as envie d'ajouter par rapport à ce que j'ai raconté sur ton œuvre, hein, Élise Kerr? Je pense que c'est pas mon œuvre, c'est un mouvement naturel que je pense n'importe quelle personne peut avoir avec plus ou moins de prédisposition en fonction de sa trajectoire de vie, son histoire passée, ce pourquoi il est fait. Et puis parfois on n'a ou pas la capacité d'entendre ces messages qui nous viennent du plus profond de nous. Moi, c'est vrai que je pensais, bien sûr, je savais que j'avais cette prédisposition-là depuis toute petite à vouloir soigner les autres, mais je ne savais pas que ça prendrait cette couleur-là. Je ne savais pas qu'un jour j'irais en Chine étudier pendant des mois, des années, même la médecine chinoise. Je ne pensais pas que je passerais autant de temps dans les camps de réfugiés et à soigner les victimes des guerres. Ça arrive à un moment où on est prêt, ou aussi peut-être qu'on est aussi saturé peut-être d'une forme de réussite ou d'objectif qu'on a atteint parce que on vit dans un pays où on manque de rien, on n'a pas connu la guerre. Enfin, je parle pour ma génération. Mes parents étaient des exilés, mes grands-parents des déportés, et puis moi, j'ai cette chance de naître en France, de jamais avoir connu la faim, la maladie, le manque d'eau, le manque de nourriture. Et puis, je fais mes études, et puis je me marie, puis j'ai des enfants, j'ouvre mon cabinet. Et puis à un moment donné, voilà, on est arrivé un peu au bout de ces objectifs de réussite, et puis où théoriquement, on a tout pour être heureux. Et là, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'est ce quelque chose qui nous pousse à forcer cette limite, passer cette ligne blanche, peut-être d'un jour prendre un billet d'avion pour aller en Syrie ou en Irak, aller apporter ces compétences là où les gens n'ont pas eu ma chance, là où j'aurais pu être, là où on rencontre des gens, où je rencontre des femmes de mon âge, de ma génération, qui auraient probablement beaucoup mieux réussi que moi si elles avaient été dans ma vie. Et c'est ça, cette sensation de boucle, pour moi, qui me vient de mon histoire aussi personnelle,
qui m'apporte tout simplement du bonheur, parce que la définition du bonheur, au final, quand on a tout, est-ce que c'est ça? On fait partie de ces pays où, tu me dis si je me trompe, où on est, je crois, le plus grand consommateur d'antidépresseurs au monde, et on a tout. Donc c'est vrai que pour moi, ma définition du bonheur, j'ai aussi un peu remise en question à travers ces voyages, à travers ces missions. Je considère pour ma part que mon sentiment d'utilité, mon sentiment le partage auprès de gens effectivement qui subissent de plein fouet leur destin, et ce sentiment d'utilité-là renforce d'abord, pour moi, je parle à titre personnel, mon sentiment de bonheur. C'est vrai que ça a diminué aussi beaucoup la peur de la mort. Je ne sais pas si tu as senti ça, mais sentiment d'être vraiment intégré dans son monde, faire partie de ce que les Chinois appellent le microcosme dans le macrocosme. On fait partie de cet univers-là, on est reliés à ces gens-là, on est reliés les uns aux autres. Et pour moi, c'est très naturel. Voilà. C'est pour ça, pour répondre à votre question, oui, c'est normal de... En fait, je sais pas. Ça va, je suis désolée, je suis dans le jet lag, j'ai pris un vol de nuit. Pierre ? Ouais. Alors d'abord, ce qui nous réunit de façon absolument essentielle, moi c'était pour moi le point de départ, c'était au départ la souffrance est absolument insupportable, intolérable, on ne comprend pas, c'est une inégalité totale qui fait que moi je ne pouvais pas être autre chose que médecin ou chirurgien, même si mes parents s'y opposaient totalement. J'ai dû partir de chez moi pour payer mes études parce que eux ils sont tous musiciens ou artistes, donc si je voulais être clown dans un cirque j'aurais pu, médecin c'était interdit. Donc, là je suis vilain un petit canard parce qu'il n'y en a pas d'autres dans la famille. Donc voilà, c'était un besoin impérieux de faire ça. Et alors, pour répondre directement à ta question, tu sais très bien que ce qui me gêne beaucoup, c'est d'individualiser mon combat. Mon combat, il est tout sauf moi. C'est-à-dire, il ne peut être le fruit que de rencontres et d'un collectif. On parle là aujourd'hui des violences faites aux femmes, et en fait, je pense que j'ai regardé un petit peu le programme du forum. Tous les problèmes, notamment en termes d'égalité hommes-femmes, sont à mettre au même niveau, mais le problème des violences faites aux femmes, c'est vraiment le plus grave problème de santé publique de la planète. Puisque quand on prend toutes les études les plus récentes, quel que soit le pays, quelle que soit la condition sociale, ça fait à peu près 3,8 femmes sur 10. Donc est-ce que vous trouvez un autre problème où il y a presque 4 femmes sur 10 qui est impliquée? Donc c'est un problème qui devrait être au premier plan de toutes les préoccupations. Alors, pour les chiffres, les fistules vésico-vaginales, ce sont des complications obstétricales de la très mauvaise obstétrique dans les pays pauvres. Et plus on est pauvre dans ces pays, plus on a des risques de fistules. Donc, c'est des ouvertures du système génital vers le système urinaire. C'est 240 millions de femmes. 240 millions de femmes. Et curieusement, même si de temps en temps c'est les mêmes, les mutilations sexuelles féminines, qui elles sont un crime, c'est pas une pathologie, c'est une invention d'origine humaine, très machiste d'ailleurs dans son origine, même si ça peut être transmis de temps en temps par les femmes, c'est un crime d'homme, un crime contre le sexe de la femme, et c'est plus de 200 millions de femmes, effectivement. Alors, on était content à un moment, l'UNICEF disait super, grâce à vos campagnes très militantes, on arrive à faire diminuer la prévalence dans certains pays, mais en fait, c'est parce qu'on avait mal regardé, et que quand on regarde mieux, c'est le principe général des violences faites aux femmes, c'est que, quel que soit le type de violence, elles sont dramatiquement sous-évaluées. C'est-à-dire que, et par exemple, chez nous, si vous prenez le viol ou l'inceste, c'est les chiffres officiels sur lesquels on fonde les politiques publiques et les réponses politiques sont faux parce qu'ils dépendent essentiellement de ce que les femmes déclarent. Et quand on sait la difficulté de déclarer et de porter une plainte, on est en dessous de la vérité, mais peut-être quelquefois d'un facteur 10, ce qui fait le premier nœud du combat. Donc tous nos combats ont 2 objectifs. D'abord de venir directement, et je suis très touché par ton approche, à porter cette médecine chinoise dans les coins les plus reculés de la planète,
c'est d'abord de rendre directement service aux bénéficiaires, hein, ça c'est le premier objectif. Mais le deuxième objectif qui est derrière, c'est qu'il faut faire changer les règles du jeu. C'est-à-dire qu'il y a ces règles du jeu, on les combat de façon implicite, c'est pour ça que vous êtes là, et c'est pour ça qu'il y a ce sujet dans ce forum. C'est très très important de pouvoir en discuter. Et ces deux niveaux d'implication doivent coexister, et on va les développer un petit peu plus. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je rebondis tout de suite. Tu dis on sous-évalue la souffrance des femmes. On sous-évalue la souffrance des femmes parce qu'on sous-évalue leurs paroles aussi. On n'entend pas suffisamment les femmes. Comment est-ce qu'on peut combattre ça? Comment est-ce possible qu'on sous-évalue automatiquement les pathologies vécues par les femmes, la souffrance vécue par les femmes? C'est quand même la moitié de l'humanité. Comment on fait face à ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce ne soit plus le cas? Moi, je vais donner l'exemple du Moyen-Orient. Je suis rentrée cette nuit d'Irak. On a une trentaine de camps de réfugiés dans lesquels on travaille, qui sont principalement des sites où les bénéficiaires, nos bénéficiaires, sont des réfugiés ou des déplacés qui ont fui, qui ont vécu l'exode au moment de l'arrivée de Daesh. Et donc, on a une population très, très importante de yézidis et de chrétiens, de minorités musulmanes aussi. Ce qu'on voit chez les femmes qui ont subi ces violences-là, d'abord, c'est un sujet tabou. La femme ne parle pas, ne raconte pas ce qu'elle a vécu. Je parle même de violence intraconjugale, sans avoir soit un père, soit un frère, soit deux frères minimum qui la soutiennent et qui l'accompagnent à la police. Il faut 4 témoignages. Une femme qui témoigne pour viol. D'abord, souvent, elle risque un crime d'honneur si c'est, par exemple, dans le cadre de Daesh, ce qu'on a vécu des quantités de fois. Une femme qui est enlevée. Pendant 15 mois, elle est vendue en tout une dizaine de fois, violée des dizaines de fois par jour, mutilée. Cette femme-là qui réussit à s'échapper ou qu'on va racheter avec une rançon, peu importe, qui revient dans sa communauté, d'abord, elle n'est pas reconnue. Si elle parle du viol, on ne la croit pas. Et elle ne peut pas en parler parce que dans ces sociétés-là, une femme, d'abord, elle se marie, elle est vierge. Ensuite, elle appartient à son mari. Si jamais elle est violée par d'autres, normalement, elle a pour obligation de l'épouser. Donc, elles ne peuvent pas parler de ce qu'elles ont vécu. Les femmes qui étaient des filles, donc pas mariées, les vierges qui vivent ça, c'est des filles qui n'ont plus d'avenir. Plus personne ne voudra les épouser. Si jamais elles sont revenues enceintes, je ne vous raconte pas. Les mutilations, on a beaucoup de femmes qui souffrent d'incontinence même fécale, enfin des centres d'organes importantes, des femmes qui font après des IVG avec des appareils toutes seules comme ça. Elles ne peuvent pas en parler. Nous, on a depuis 3 ans maintenant mis en place des équipes. On est vraiment dans une approche, là je ne parle pas uniquement de l'acupuncture parce que dans nos bus, dans nos dispensaires mobiles, on a aussi bien des gynécologues, des pédiatres. L'acupuncture, c'est maintenant 15% des soins. D'ailleurs, moi, j'ai fait ma médecine en Chine, donc je ne suis pas considérée comme médecin ici. J'ai un statut d'acupuncteur, mais mon doctorat, c'est un doctorat de médecine chinoise. Donc, moi, je m'occupe de la consultation antidouleur, mais les médecins qui travaillent avec nous, qui sont des médecins pluridisciplinaires, on a aussi bien des chirurgiens qui réparent, on a des psychologues, des pharmaciens. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les femmes, pour recueillir leurs témoignages, d'abord, on ne cherche pas ça systématiquement. D'abord, ça ne sert à rien de faire parler des femmes à des étrangers, à des inconnus, même à des gens qui ne sont pas de leur famille. Elles ne sont pas reconnues. On a le cas, c'est encore arrivé hier, des femmes à l'intérieur des tentes qui sont battues par leur mari et qui ne peuvent rien faire. On a des femmes qui sont venues nous voir en consultation, elles avaient des côtes cassées, elles avaient les traces des mains autour du cou et elles ne veulent pas porter plainte. D'abord, la police ne les écouterait pas, ne les croirait pas. Et puis quand elles vont aux urgences, parce qu'on a certaines qu'on a emmenées en ambulance à l'hôpital, c'était très simple, hein. Le médecin prend la déposition, fait le diagnostic médical, mais à aucun moment il va faire mention de violence que cette femme aurait vécue. Et si jamais cette femme voulait porter plainte, qu'est-ce qu'elle risque ? Elle va demander le divorce, elle perd ses enfants, elle perd tout. Cette femme-là, je lui ai demandé « Depuis quand est-ce que ton mari te bat ?» Elle me dit « Depuis le premier jour. » Et lorsqu'on lui a demandé quel avenir elle voyait avec son mari, elle dit « Si je le quitte, je perds mes 9 enfants et je ne peux plus rentrer chez mes parents. » Donc elles subissent. J'ai juste
je vais juste ajouter quelque chose qui m'a fort marqué dans ton livre, que j'ignorais complètement. C'est le fait que, puisqu'une femme vierge vaut plus qu'une autre, c'est qu'automatiquement on les viole et puis on recoue leur hymen. Donc elles sont opérées à chaque fois. Il y en a qui le font. Maintenant, les membres de Daesh ne le font plus, peut-être parce qu'ils n'ont plus suffisamment de médecins avec eux. Mais à un moment donné, oui, c'était la pratique. Lorsqu'ils arrivaient dans les villages et qu'ils enlevaient, d'abord, ils massacraient les hommes, les personnes âgées. Ils gardent les enfants. Ça, c'est très important de le dire, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où on libère Mossoul, on est face à des générations d'enfants qui ont subi l'école coranique, le lavage de cerveau, et qui ont été enrôlés dans l'armée. On les appelle les lionceaux du califat. Les femmes, elles ont subi un autre sort. On les sépare par groupe, ce que les femmes nous racontent, hein, lorsque Daesh est arrivé dans les villages et qu'il a enlevé... Là, je parle de l'Irak, mais dans d'autres pays, c'est peut-être différemment que ça se passe. Ils séparent les femmes en 3 groupes. Vous avez les filles pas mariées, donc elles sont nécessairement vierges. Vous avez les jeunes femmes mariées jusqu'à la limite de 35 ans à peu près. Donc celles-là, elles ont souvent beaucoup d'enfants avec elles. Et puis les femmes plus mûres qui vont soit être massacrées, soit elles vont servir de bonnes. Et ces jeunes filles, oui, elles valent cher pour les combattants. Ils se les vendent entre elles. Selon la couleur des yeux, ça peut monter jusqu'à $100. C'est le prix max qu'ils payent pour acheter une fille. Et on peut acheter des filles pour $15. Les femmes mariées avec 2 enfants, elles valent pas cher. Donc, vous pouvez, si vous voulez, en acheter 4. Vous en avez 4 chez vous. Puis, voilà. Ça, c'est classique. Et un homme qui achète une femme, elle devient donc sa propriété. Il est le seul à avoir le droit de la violer. Mais comme souvent, ces hommes-là, entre eux, se lassent, ils se revendent entre eux les femmes. Donc, c'est pour ça qu'une femme qui est vendue 10 fois, 15 fois, elle a eu... 10 ou 15 maris, en fait. C'est le seul qui était autorisé dans la communauté du groupe État islamique à la violer. Et ces femmes-là, elles vivent toutes sortes de violences. Effectivement, ça va depuis les câbles électriques sur les seins, que les mutilations, des tortures, ils les mettent aussi sous calmant, ils leur injectent des produits, et puis après, voilà, ça devient des femmes complètement éteintes, brisées, et quand on les a, nous, dans les camps, c'est très, très, très dur pour nous, parce que finalement, on vient avec nos conceptions médicales ou de psychologie. Ces gens-là, ils vous mettent une claque dans la figure, parce que rien de ce que vous allez proposer va fonctionner. Il faut une approche vraiment globale. C'est en ça que la médecine chinoise est intéressante, parce qu'elle nous apprend, en fait, à... Autant la médecine occidentale, elle est merveilleuse dans tout ce qu'elle a apporté comme prouesse, mais la médecine chinoise, elle nous apprend à observer la personne dans sa globalité et finalement lui donner un antidépresseur ou juste une séance de psychologie ou traiter sa migraine avec l'acupuncture, ça ne va pas marcher. Et puis même ce qu'on fait en global, c'est très dur. C'est très très dur. On a quelques femmes, on a quelques-unes là qui viennent de se remarier, qui reprennent des cours d'anglais, qui veulent aller à l'université, des femmes qui dans ce travail de reconstruction, y arrivent. Mais ça reste une infime partie de toutes ces femmes qui sont des milliers. On en a une petite centaine qui aujourd'hui est devenue combattante, mais le reste, c'est long. C'est très très long. C'est un travail très très long. Pierre, la parole des femmes. Alors, d'abord, je vois que Frédéric vient d'arriver. C'est la cofondatrice de l'Institut. Elle est là, c'est cachée là-bas, et elle a une place devant, et je ne continuerai pas cette conférence s'il n'est pas là, parce que tout ce que j'ai fait, c'est grâce à elle, et en partageant. On ne peut pas s'occuper de violences faites aux femmes, on ne peut pas prétendre s'occuper des femmes si on n'est pas, au minimum, une femme et un homme, donc sa place, elle est là. Voilà, je vous demande de l'applaudir. Alors, je voudrais continuer, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que moi, je voudrais parler du caractère totalement universel de la violence. Et ce qui était décrit là dans les camps d'Irak, je dirais que c'est presque exactement la même chose chez nous. Et nous, on développe, puisqu'on a effectivement beaucoup de migrantes, de pathologies dans la migration, on travaille beaucoup ce qu'on appelle le ici et le là-bas, qui est un des termes de Frédéric d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a une énorme similitude entre les violences du quotidien qu'on peut voir chez nous, dans nos familles,
dans nos espaces de travail, dans une université, dans les entreprises. Et alors ça peut-être pas ces mêmes caractères de brutalité, quoique, mais pour répondre à ta première question introductive, c'est effectivement toujours doublé, quel que soit le type de violence, d'une privation de la parole, hein, d'une mise dans le silence. Et que tant qu'on n'aura pas contre ça, c'est ça qui en fait un crime sexué. Hein, c'est-à-dire que la société est tellement androcentrée que quel que soit le type de violence, on va d'abord s'arranger pour que la femme ne puisse pas en parler. Et ça, on va le trouver dans le camp de réfugiés, mais on va le trouver dans un CHSCT, on va le trouver avec une jeune fille qui est victime de harcèlement dans son université et dans une famille. Hein. Et cette étape de privation de la parole, elle est totalement universelle, et c'est ce qu'on a recherché. Alors, dans mon histoire, moi, effectivement, j'avais trouvé comme ça, certes, une technique pour réparer le clitoris, mais je me suis dit, c'était très facile, c'est très très macho aussi, parce que là vous trouvez un truc, les chirurgiens, alors les chirurgiens c'est les plus machos des médecins qui sont déjà à peu près les plus machos des professionnels que vous pouvez rencontrer. Donc on est, point de vue androcentrisme, on est à peu près les recordmen, hein, il n'y a pas de problème. Et c'est super bien parce qu'on a le geste il est mis en avant et on peut oublier carrément ce qu'il y a une femme. Hein. On peut très bien surfer là-dessus, ce qu'on fait est très bien. Là, là. Et c'est là que Frédéric est arrivé, il me dit non, une femme c'est beaucoup, beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus complet, c'est pas que le clitoris, et même si tu veux lui reconstruire sa sexualité, il faut peut-être un peu lui parler avant, il faut peut-être un peu lui parler après, et puis lui apprendre plein de trucs. Et grosso modo, on a ouvert tout ça, et de la simple réparation des mutilations, on a ouvert cet institut qui essaye de répondre à l'ensemble des problématiques de violence en faisant travailler tout l'ensemble des professionnels qui n'ont jamais travaillé ensemble. Donc ça, c'est ça le principe fondateur. Donc d'abord, rompre ce silence. Et ce qui nous fait plonger encore un peu plus au cœur du problème, c'est que vraiment, on a l'impression qu'on est, avec les violences, dans vraiment la confrontation de deux mondes. Hein. C'est un peu le sujet de Chum d'ailleurs. Hein. Comment faire cohabiter ces deux mondes, et certains comparaient cette guerre, qui est donc le thème de cette petite conférence, au néant. Et c'est simple, comment combattre le néant? C'est Aragon qui l'a dit. Le néant, il faut d'abord le connaître, le reconnaître, et après vous pourrez le combattre. C'est pour ça qu'il faut partager ce qu'on sait, ce qu'on commence à savoir du mécanisme des violences, du mécanisme sociologique et du mécanisme pratique des violences. Il faut le partager, et ce partage qui nous permet de rentrer dans l'intimité des mécanismes de la société. Et il faut remonter jusqu'à là, parce que sinon, c'est très bien, on soignera des gens, mais on ne va pas faire réellement changer les règles du jeu. Et on est là, vraiment, pour être le plus universel possible et pour faire changer les règles du jeu, pour faire, comme le dit Frédéric, bouger les lignes. Oui. La parole des femmes, c'était vraiment un vaste sujet. Et puis, tu m'as dit quelque chose sur la surmortalité des femmes. La surmortalité des femmes chaque fois qu'il y a guerre. Pourtant, a priori, elles ne devraient pas être trop soldats. Elles ont été plus épargnées lors des deux guerres mondiales que maintenant. Donc, surmortalité des femmes quand il y a guerre, quand il y a catastrophe naturelle aussi. Pourquoi ? Tu veux répondre? Non. Oui, alors c'est un fameux concept, alors c'est très très onusien, c'est le Female Excess Death Rate, c'est-à-dire pourquoi quand il y a un événement, il y a plus de morts femmes, enfin surmortalité féminine. Alors on peut le comprendre quand on prend Saint-Jean d'Acre et qu'on massacre la population, ou quand les Iteramoués attaquent Bukavu, ou une colonne de réfugiés au Rwanda, on peut comprendre qu'il y a des mécanismes, alors on vit ça puisqu'on revient nous de RDC, on voit très bien, les femmes sont ciblées de façon très très particulière. Mais moi je vais prendre un autre exemple qui est très éloigné de tout ça et qui montre que c'est vraiment la conception de la femme qui est en jeu. Je prends un événement qui est totalement en dehors de conflit ou de l'intention humaine. Je prends le tsunami. J'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance, d'être au premier jour de la grande vague à Sumatra, et on est arrivé avec le dictateur général d'ECO qui lui avait l'expérience que des grands conflits, la Yougoslavie, le Kosovo, etc. Et là il a dit une chose, il dit il y avait des centaines de milliers de morts, et là il a dit ah là, Dieu a fait mieux que nous. Et quand on regarde la première vague, la première mortalité, il y a 66% de femmes.
alors que la vague a frappé de façon égale toute la population. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les femmes, elles ont juste deux petites choses qui les caractérisaient, qu'elles ont peut-être un tout petit peu moins de force physique, et surtout, elles retenaient les enfants. 66% de morts féminins sur la première vague du tsunami. Moi, ça m'a fait énormément réfléchir, ce qui fait que, quel que soit le niveau d'application, quel que soit notre engagement, si on ne remet pas la femme au centre, et c'est tout ce qu'on fait à l'Institut, c'est-à-dire qu'on peut toujours raconter n'importe quoi, si on oublie ce que c'est une femme à la base, si on ne reste pas au fondamental, eh bien, je crois qu'on va à côté de nos missions et réellement, on ne réussira pas. Il faut que la femme soit remise au centre de sa réalité pour qu'on puisse la remettre à égalité totale avec l'homme. Et c'est un combat global, hein, c'est un combat qui concerne tous les aspects de la personne humaine et qu'on doit mener de façon frontale et globale et ne pas la réduire à la médecine. Il ne faut pas oublier la santé, hein, parce que dans beaucoup de systèmes en place, c'est très compartimenté. Il y avait la justice, il y avait le social, on avait beaucoup omis la santé. Mais la santé doit être à égal du reste, et je crois qu'il faut tout faire de front. C'est ce qu'on essaye de tenter, au moins de façon expérimentale. À l'Institut de santé génésique, c'est vraiment votre credo, remettre la femme au centre, et plus être justement centré sur des pratiques. Moi, en tant que professionnel, je suis dermatologue, je suis chirurgien, je suis juriste, je suis assistant social, etc. Et on coupe les problèmes en morceaux. Tu m'as raconté par rapport à la surmortalité quelque chose qui m'a une image incroyable. Tu as vu arriver en Afghanistan, je pense, une femme qui avait 2 enfants dans les bras, qui était très très, très mal en point, qui avait à Peshawar, hein, je pense, qui descendait des montagnes, donc qui avait marché plusieurs jours pour se faire soigner. Elle avait deux bébés dans les bras, elle était enceinte et elle avait 4 balles dans le corps. Et elle a couché à terme. Et elle a couché, c'est un truc de dingue. Et c'est vrai qu'un homme, il serait descendu sans être enceinte évidemment, et probablement sans ses enfants dans les bras. Ça peut également arriver, mais c'est probablement beaucoup plus rare. Et voilà, c'est une image qui parle. Il y a d'autres images qui sont très fortes, c'est dans les camps de réfugiés, lorsque les femmes yézidis nous racontent comment elles ont fui le mont Sinjar quand Daesh arrivait. D'abord, les hommes étaient restés sur le front, ou alors ils ont été massacrés, et les femmes qui pouvaient s'échapper, les femmes yézidis ont beaucoup d'enfants, hein. À 30 ans, elles ont déjà entre 8 et 10 enfants, et on a beaucoup de femmes qui nous ont raconté que pour pouvoir fuir rapidement Daesh, elles ne pouvaient pas prendre tous leurs enfants avec elles, et qu'elles ont laissé ceux qui les ralentissaient parce que Daesh arrivait. Et on a des femmes dans le camp aujourd'hui qui sont complètement sont devenues des cadavres, hein, parce qu'elles repensent à ces images de terreur quand elles ont laissé, parce qu'elles ne pouvaient pas porter, elles ont des enfants tout petits qui s'enchaînent, et en fait elles ont dû laisser des enfants. Ça, c'est... Et elles sont venues donc en zone sécurisée avec ceux qu'elles ont pu porter, ou ceux qui marchaient ou qui couraient vite, mais pas tout le monde. Et ça aussi, c'est dramatique. Comment se relever de ça? Voilà. Il n'y a pas de réponse, je pense. Non, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, il y a une attitude. C'est-à-dire qu'il faut... En fait, c'est la femme qui est naturellement portée vers l'autre. Mais il faut que la société globale, qui est tellement androcentrée qu'elle ne reconnaît plus ces gestes simples de reconnaissance, en soit conscient. Hein. C'est-à-dire qu'il faut tout refuser, ne jamais s'habituer, et il faut répondre à chaque demande, même petite. Hein, renouvellement d'une carte vitale, une petite plaie qui est passée inaperçue. On a oublié le psychologue au passage, parce que 70%, 80% des violences sont psychologiques, on peut traiter tout le reste. Si on oublie une case, on oublie tout. Donc, se remettre avec la conception globale de ce qu'est la réalité d'une femme, et que ça soit toujours notre guide. Et toujours tendre la main et toujours écouter, mais ça, c'est pas le naturel des hommes. Hein. Oui, quand tu dis naturellement porté vers les autres, je pense que c'est de toute façon notre rôle depuis des millénaires. Le rôle que les hommes nous ont assigné, c'est d'être des machines à reproduction et de nous occuper des autres. Donc le naturel, je ne suis pas sûre, mais ces hommes, Pierre, bon sang, bonsoir. Je veux dire, les violences faites aux femmes sont faites par les hommes. Ça fait 8000 ans de civilisation.
qu'on nous a rendus esclaves. Maintenant, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité pour cette petite partie-ci du monde où on a les mêmes droits que les hommes. C'est à célébrer absolument, mais il reste des stigmates super importants. Peut-être que tu veux parler de ce qui fait parler gynécologue, je ne sais pas, mais comment est-ce possible qu'un homme, les personnes qu'il aime le plus au monde, c'est sa mère, c'est sa fille et c'est sa femme, et il leur fait du mal. Comment est-ce possible? C'est parce qu'il y a peut-être dans la nature du mal quelque chose qui facilite cette approche nocive. Et ensuite, il y a toute la société androcentrée, mais qui a des millénaires. Donc, même si l'homme essayait de faire des efforts, se considérait comme nôtre, il serait toujours poussé en avant. Et on n'arrête pas de voir, par exemple, à l'intérieur d'une société ou à l'intérieur d'une entreprise, des mécanismes qui, sans arrêt, vont faciliter le retour du machisme. Le gynécologue est un très très bon exemple parce que on répare maintenant aussi ce qu'on appelle les violences d'origine gynécologique. C'est-à-dire que le gynécologue, il est dans une situation très particulière puisqu'il a le droit à l'accès direct au sexe de la femme. Ça lui donne une espèce de faux statut, de pseudo-domination. Alors, normalement, il devrait réagir à ça et se mettre dans une neutralité totale. Mais il se trouve que force est de constater que ce n'est pas le cas. Par exemple, on prend un exemple qui est un des grands combats de Frédéric, qui est l'épisiotomie. Elle en parlerait beaucoup mieux que moi. Vous savez que l'épisiotomie, c'est un geste très très simple pour faciliter la venue du bébé. Donc qu'est-ce qu'on a à redire sur un geste qui facilite l'accouchement? Eh bien, si on a à redire, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est payé. C'est payant, vous le payez en général. C'est-à-dire le médecin est payé pour le faire, c'est ça que tu veux dire? Voilà, ça coûte quelque chose dans la majorité des cas. Ensuite, pour que ça soit alors ensuite il peut y avoir un aspect comme ça facilite et ça raccourcit l'accouchement, ça arrange tout le monde, y compris le personnel soignant. On ne remet pas en cause le principe de l'épisiotomie qui, dans la majorité des cas, est absolument indiqué, etc. Mais il y a manifestement beaucoup d'excès, et dans ces excès, ce sont des situations où on n'écoute pas la femme, on n'écoute pas la femme. Et elle a encore une fois, elle a perdu son rôle central. Et donc, on a des centaines de milliers de cas de catastrophes après, de femmes qui ont plus de vie sexuelle, qui ont des douleurs permanentes, qu'il faut réparer, parce que c'est un geste qui a l'air simple, mais qui nécessite une grande rigueur dans sa réparation. Et en général, cette besoin de rigueur à un moment clé pour la femme, qui n'a pas d'équivalent chez l'homme, eh bien, est ignorée parce que la femme a perdu son rôle central. Donc voilà, c'est un petit exemple, mais de centaines de milliers de vies de femmes détruites et qui n'ont pas l'équivalent chez l'homme. C'est un vrai combat aussi. Sur ce cas-là, je voudrais vous encourager à lire le magnifique livre sorti par Emma. Emma est cette blogueuse qui vient de faire cette petite BD sur la charge mentale portée par les femmes. Et elle parle justement du dégât de l'épisiotomie pour lequel moi, sincèrement, je n'avais aucune conscience avant que Frédéric et toi, vous m'en parliez. Et merci pour tout ça. Élise, tu voulais... Sur le rôle des hommes, comment tu fais? Est-ce que tu travailles sur les hommes pour qu'ils arrêtent de massacrer leurs femmes? Non, je ne suis pas là pour ça. D'ailleurs, ils ne m'écouteraient même pas. Et puis, je pense que si je fais ça, on m'enlève ma licence. Donc, non, on n'est pas là pour ça. Même cette femme dont je vous parlais, qui était battue par son mari, j'ai appelé mon chef de mission, le médecin qui travaille pour nous, en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il m'a dit nous, on fait notre travail médical, on peut pas se mêler d'autres choses. Pour ça, il y a la police des femmes. Et si elle veut parler, elle peut parler à la police des femmes. Mais notre travail s'arrête là. Et j'ai clairement compris que là, il y a une ligne blanche. C'est très délicat si on l'a franchi. On a prévenu le directeur du camp, qui a convoqué le mari. Le mari a nié. Il a dit que sa femme était un peu folle, depuis qu'ils avaient une fille qui avait été enlevée par Daesh. Et puis, paf, ça a été étouffé. Élise, nous là, tous autant que nous sommes, on peut faire quoi pour toi, pour ton combat?
C'est sûr que nos actions, on les fait vivre grâce à la générosité de nos donateurs. Hein. Sans argent, on ne fait rien. Sans argent, on ne répare pas. Sans argent, on ne finance pas des soins. Sans argent, on ne fait pas des suivis de grossesse. Sans argent, on n'aide pas les femmes avec des programmes psychologiques complets. Sans argent, on ne peut pas mettre en place l'approche holistique avec des psychologues spécialisés pour aider les enfants qui ont subi le lavage de cerveau. Tout ça, c'est de l'argent. Nous, on envoie 100% de nos dons sur le terrain. On a très peu de frais de fonctionnement et puis on couvre les besoins de 100 000 personnes en Irak. On a déployé une équipe avec du personnel pluridisciplinaire et c'est vrai que souvent on nous demande comment je peux aider, je peux donner des médicaments, tout ça. D'abord, c'est compliqué pour nous d'emmener des vêtements, des jouets, des médicaments parce qu'il y a du fret, il faut payer le transport. Il y a plusieurs douanes avec la France, avec l'Irak. Quand c'est du matériel neuf, pas neuf, on paye des taxes. Enfin, c'est quand même assez laborieux. Et puis après, il y a le don de personnel. C'est-à-dire, vous avez des compétences, vous voulez faire du volontariat. On envoie des volontaires sur le terrain. Ou alors, on a des volontaires qui viennent sur le siège. Et puis après, c'est bien sûr l'argent. Chaque don récolté nous permet d'aller un peu plus loin dans nos actions, en tout cas de les faire durer, parce que quand on n'a plus d'argent, notre souffle cesse, quoi. Donc chaque don, c'est vrai qu'il est important. C'est ce dont on a le plus besoin. Quand tu dis des volontaires, tu as besoin de quel type de compétences? Médicales, mais en dehors de médicales? Médicales, paramédicales. On a des coordinateurs aussi qui vont sur le terrain, des interprètes. On a besoin souvent d'interprètes. Par exemple, on a une psychologue clown qui fait un travail avec les enfants en binôme avec un psychologue local. C'est important d'avoir un interprète. On a besoin de chauffeurs, des chauffeurs de bus. On a toujours besoin des chauffeurs, c'est important. Par exemple, mardi prochain, je vous invite à venir. On inaugure un bus qui part pour Alep avec 2 tonnes de médicaments devant la mairie du 9e. Donc si vous voulez venir, vous verrez un bus tel qu'on les envoie en fait sur le terrain. On achète ici des bus d'occasion et puis on a une équipe qui fait des travaux et on les aménage en clinique mobile. Mais si vous voulez en visiter une, on en a une mardi à midi. Mardi, donc la semaine prochaine. 6 juin, devant la mairie du 9e. À quelle heure? À midi. Midi, mais on sera là jusqu'à 17h. C'est pas la mairie exactement, c'est l'avenue de Truden, à l'angle avec la rue d'Angers. Parce que la mairie, c'est une petite rue et le bus... Voilà. Et donc comme ça, vous verrez comment sont nos bus. On va accueillir des classes sur le thème de la solidarité. C'est important d'éveiller, de sensibiliser tous nos jeunes, notre jeunesse. Je l'ai vu l'année dernière à Calais, on avait un bus à Calais, combien c'était difficile de travailler dans la jungle de Calais avec les habitants qui essayent de mettre le feu ou qui nous crèvent les pneus ou des choses comme ça, parce que toutes ces personnes-là représentent une menace pour eux, mais c'est juste un problème d'information. On ne va pas leur voler leur maison ni leur travail, ces gens-là ne vont pas leur voler leur richesse. Je pense qu'une personne qui vient, vous pouvez appeler ça un migrant, j'aime pas trop ce mot migrant, mais on a rencontré personne qui est venu avec un sentiment de joie ou de bonheur. Ils sont toujours très tristes de quitter tout ce qu'ils laissent derrière eux, d'avoir payé un passeur et d'avoir mis en dépôt la sœur et la mère et qu'ils ont 3 ans pour rembourser tout. Sinon, sa mère et sa sœur vont finir dans un bordel. C'est toute la jeunesse forte qui quitte le pays pour pouvoir essayer de sauver la famille. Et ces gens-là qui viennent, ces jeunes qu'on avait à Calais, parce que c'était majoritairement des jeunes garçons, ils choisissent pas ce destin-là aussi. Je pense qu'il ne faut pas, derrière les violences faites aux femmes, minimiser le pouvoir des hommes. J'ai rencontré des hommes fantastiques qui font un travail merveilleux pour aider les femmes et souvent ils ont un rôle charnière très important. Et je pense que le passage de cette étape vers plus d'égalité se fera main dans la main avec les hommes. C'est vraiment important. Je le vois au Moyen-Orient au quotidien. Avoir un mouvement de femmes qui se rebellent, ça prend le temps de l'intégration, de l'adaptation. De plus en plus d'hommes veulent même que leurs filles aillent à l'école, qu'elles deviennent médecins, qu'elles fassent des études à l'université. Et c'est un travail d'ouverture, en fait. Non? Tu crois pas? C'est tellement un travail d'ouverture que c'est notre principal axe de travail. Hein. Et si j'avais quelque chose à demander, c'est pas tellement qu'on parle de nous, mais on existe depuis 4 ans. On a maintenant plus de 1200 femmes en file active.
On était un dispositif expérimental basé dans les Yvelines, mais qui maintenant reçoit des femmes de toute la France, comme la Petite Couronne, la France entière et l'étranger maintenant. Et on a besoin d'élargir notre socle d'ancrage partenarial dans la société civile. On fait des formations. Vous êtes beaucoup de représentants d'entreprises et je pense que c'est intéressant de pouvoir en parler dans d'autres cercles. De remettre ces problèmes de violence sur les femmes qui sont réellement universels dans tous ces cadres, de trouver des nouveaux partenaires, y compris des partenaires financiers bien sûr, mais pas que, pour élargir notre base. Et puis une fois qu'on aura vraiment bien stabilisé, on espère essaimer et créer d'autres instituts à la fois en France et à l'étranger. Donc on est à la recherche d'un élargissement de notre base partenariale. On a maintenant un catalogue de formation qui est très complet sur les violences et qui est très pertinent. On voudrait que vous en serviez, ça serait déjà bien. Et puis, on voudrait vous rencontrer parce que on pense qu'un problème aussi profond d'inégalité homme-femme ne peut se résoudre qu'en essaimant, en élargissant et en partageant nos convictions. Et on sait très, très bien les faire partager. Merci 1000 fois à vous deux. Merci. Vous avez été Merci merveilleux. Isabella, merci à vous. Merci Pierre. On prend une question? Ah bon, ok. Vas-y, oui, voilà. Voilà, je pense que c'est bon maintenant. Non, Non. pas. Oui, maintenant. C'est bon? Oui. OK. Merci, parce que j'ai les larmes aux yeux en pensant à ce que vous venez de dire. Donc, on connaît quand même plus de 3,5 milliards de femmes. Et j'ai voulu savoir, parce que vous êtes vraiment là-dedans, quel est le pourcentage de femmes qui ne sont pas protégées, justement? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas victimes. Non, quel est le pourcentage de femmes qui sont victimes? Parce qu'on avait parlé, donc vous êtes peut-être plus apte à dire ça, parce que personne ne le dit. Si, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, sur toutes les femmes, c'est 3,8 sur 10 qui sont victimes. D'accord. Donc, presque 4 femmes sur 10, quel que soit le milieu, quel que soit le pays, quelle que soit la condition sociale. D'accord, je suis rentrée Un peu moins de 4 j'avais sur pas 10, ce entendu. qui est absolument terrifiant. Oui. Ainsi. Si vous prenez un échantillon, par exemple le CDC d'Atlanta, qui est la plus grande agence de statistiques nord-américaine, a calculé que sur les collégiennes américaines, 1 sur 3 est victime de violences sexuelles. Aux États-Unis d'Amérique, on n'est pas au Guatemala. Hein. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas plus universel, et c'est une très très bonne question. Il faut qu'on soit tous concernés, et si on est tous concernés, si on tire un petit peu, qu'on arrive à vous fédérer autour de ça, on va gagner des combats. Et quels sont nos moyens de protection? Parce que UN Attends, parce Femmes, qu'on n'a plus tout beaucoup ça. de place. On n'a plus beaucoup de temps. On va juste D'accord, laisser ok, merci. répondre Élise. Dans les camps de réfugiés, c'est difficile à estimer parce que vous avez les femmes enlevées d'un côté, celles qui ont servi d'esclaves qui ne sont pas là, donc celles-là, on peut les recenser. On ne sait pas si elles sont mortes ou vivantes. Si elles sont vivantes, elles sont peut-être enlevées ou peut-être à l'étranger si elles ont fui le pays. Là, vous avez la violence aussi intrafamiliale, intracommunautaire. Et puis, vous avez la violence sourde. Toutes ces filles qui vont aller se prostituer, par exemple, parce qu'elles ne peuvent pas nourrir leurs enfants ou parce qu'elles sont l'unique ressource de la famille, parce qu'il n'y a plus d'hommes. C'est difficile de chiffrer. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à chiffrer ça, mais je n'ai pas de chiffre officiel. C'est énorme. C'est énorme. Mais je ne sais pas combien. Je suis désolée, mais on n'a vraiment plus le temps. Je voudrais juste demander à Noémie qui tweet, elle est dans la salle. Sinon, Laetitia, tu lui demanderas de tweeter le rendez-vous de mardi, comme ça, avec bien le hashtag Jump 2017, comme ça, c'est bien clair pour tout le monde. Et surtout, vous allez tous recevoir un email dédié pour pouvoir faire vos dons à l'organisation que vous choisissez, voire aux deux. Merci. Et, merci beaucoup. Non, mais c'est la moindre des choses que l'on puisse faire. Et n'hésitez pas. Élise doit s'en aller maintenant. Pierre reste un petit peu avec nous, donc vous pouvez prendre un café avec lui par après si vous pouvez connecter et le faire rentrer dans vos organisations. Ce serait absolument formidable. Merci de tout cœur pour eux, en tout cas, et merci à vous deux. Merci. Je vais vous laisser, mais
Si vous avez des questions, Aurore, Blanche va rester un petit peu. Blanche, lève-toi parce que sinon on ne te voit pas. N'hésitez pas Voilà. si vous avez des questions. Pour ma part, je suis vraiment désolée, comme je viens d'arriver d'Irak et j'ai des rendez-vous, je vais partir, je ne suis pas tout près d'ici. Mais Blanche est là, n'hésitez pas. Et puis sinon, on se voit mardi. Ouais. Et pour moi, donc, je suis enfin complet, puisque Frédéric est avec moi et elle sera au moins là pour répondre à autant ou sinon plus de questions que moi. Merci.